Le moteur de ma voiture refroidissait depuis des heures et moi aussi. Paris dormait, ou du moins faisait semblant enveloppé dans cette fausse tranquillité de 5 heures du matin. Mais sur le siège conducteur de mon Peugeot 3008, il n'y avait pas de place pour le sommeil, seulement pour le froid, un froid qui s'était installé dans mes os alors que j'observais à travers le pare-brise les lumières de la chambre 314 de l'hôtel Molitor s'allumer, baisser d'intensité et finalement s'éteindre. Ils étaient entrés ensemble. Lui, Daniel, mon mari depuis 7 ans, portant ce blazer bleu marine que je lui avais acheté en septembre dernier. Elle, une silhouette élancée aux cheveux sombres, attachée, vêtue d'une robe rouge vive qui criait dans la pénombre du parking souterrain. Il riait. Il lui a ouvert la portière avec ce geste galant qu'il réservait toujours aux clients importants. Un geste que, sotte que j'étais, je croyais réservé uniquement à moi. Ils ne se sont pas embrassés à l'entrée. C'eût été trop vulgaire, trop évident pour un homme comme Daniel. Ils ont juste échangé un regard intime et complice avant de disparaître derrière les portes tournantes. C'est à ce moment-là que mon monde s'est brisé en deux dans un silence assourdissant. Mon téléphone collé à ma paume moite a vibré doucement au moment où les premiers rayons rosés touchaient le ciel au-dessus de la tour Montparnasse au loin. Un SMS de lui. Daniel. Chérie, désolé, ça va être une de ces nuits. Ce fichu audit fiscal du compte LVMH me retient au bureau. Ne m'attends pas pour dîner, je t'appelle demain matin. Bise. J'ai lu le message une, deux, trois fois. Les mots sur l'écran des mensonges bien élevés et professionnels, dignes du brillant avocat d'affaires qu'il était devenu. Retenu au bureau vraiment, sauf que le bureau avait un lit king size et une vue sur la Seine. Le froid que j'avais accumulé toute la nuit couche par couche comme le givre sur une vitre est soudain devenu solide, coupant utile. Ce n'était plus un poids, c'était une arme. Mes doigts engourdis ont bougé avec une précision robotique. Moi, pas de souci, on va signer les papiers du divorce. La réponse fut presque immédiate. Un appel que j'ai rejeté sans sourciller. Puis un autre message. Daniel, quoi encore ce drame, Éléonore? Tu plaisantes, n'est-ce pas? Je suis débordée de travail. Moi, je ne plaisante pas. Descends tout de suite. Je suis sur le parking. Il y eut une longue pause éternelle. L'écran indiquait « Daniel est en train d'écrire ». À plusieurs reprises, comme s'il cherchait les mots justes pour désamorcer une bombe dont la mèche avait déjà entièrement brûlé. Finalement, un simple message. « Daniel où ?» Je n'ai pas répondu. J'ai verrouillé l'écran et je suis sortie de la voiture. L'air du matin sentait le café fraîchement moulu du bistrot du coin et l'essence. Je me suis appuyée sur le capot, les bras croisés. Je ne tremblais pas. Cela m'a surprise. J'ai attendu. Les minutes se sont étirées. Puis la porte tournante a commencé à tourner et il est sorti. Il portait exactement les mêmes vêtements que la veille, maintenant froissés. Ses cheveux, toujours parfaitement coiffés, étaient en désordre. Il a cherché confusément du regard jusqu'à ce que ses yeux croisent avec les miens. J'ai vu la couleur quitter son visage. Ce fut une réaction physique instantanée. Son masque d'avocat confiant de mari sous contrôle s'est fissuré une seconde, exposant une panique pure. Il s'est approché de moi lentement d'abord, puis plus vite. Il a tenté d'esquisser un sourire de coin nerveux. « Éléonore, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais là ?» Sa voix était rauque, lourde de sommeil fausse. Il a tendu les bras comme pour m'embrasser, mais ma posture, mes bras croisés servant de barrière, l'a arrêté. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu m'as suivi. »« Ce n'est pas ce que tu penses, je te jure, » a-t-il balbutié en baissant la voix. Ses yeux volaient de mon visage à ma voiture aux fenêtres de l'hôtel n'importe où, sauf vers mon âme. « Oh non, ai-je dit. » Ma voix m'a semblé étrange, calme, comme si elle appartenait à une autre femme, une femme beaucoup plus forte. J'ai sorti le téléphone de ma poche. Je n'ai pas ouvert les messages. J'ai ouvert la galerie de photos. La première de la nuit précédente, les deux entrant dans l'hôtel, sa main posée au bas de son dos. Un geste possessif et intime. La seconde prise 3 jours plus tôt par le détective privé que j'avais engagé. Daniel et Chloé. La même femme en rouge riant au bord de la Seine, partageant une bouteille de vin blanc, sa main sur la sienne. J'ai fait glisser l'image. Il y en avait d'autres, mais la première suffisait. J'ai montré l'écran vers son visage. J'ai vu ses pupilles à se dilater, la façon dont il a dégluti. Tout son répertoire d'excuses s'est évaporé dans l'air froid du matin. Ce n'est pas ce que ça a l'air non plus, Daniel, c'est une autre cliente. La fille de ton meilleur client peut-être, Chloé Miller, 28 ans, fraîchement embauchée au département fiscal. Très dévouée d'après ce que j'ai entendu. Éléonore, écoute-moi. Sa voix n'était plus qu'un murmure suppliant. Il a essayé de prendre mon bras, mais j'ai retiré ma main brusquement comme si son contact me brûlait. Non, c'est toi qui vas m'écouter. J'ai passé toute la nuit ici. J'ai vu la lumière de ta chambre s'éteindre. J'ai lu ton mensonge pathétique sur le travail. J'ai arrêté de t'écouter il y a des années. Je ne voulais juste pas m'en rendre compte. J'ai respiré profondément. L'air me faisait mal à la poitrine. Les papiers sont prêts. Mon avocate, Maître Viana, oui, celle que tu m'avais recommandée pour le litige de la copropriété, les a tous préparés. Ta copie sera à ton bureau à 10 heures. J'y serai à 11 heures. Avec un peu de chance, d'ici là, tu auras eu le temps de prendre une douche et d'inventer une meilleure excuse à raconter à ta mère pour expliquer pourquoi ton mariage était parti en fumée. Tu ne peux pas faire ça, a-t-il explosé. Sa peur s'est transformée en colère. La colère d'un homme à acculé qui croyait avoir toutes les cartes en main. C'est absurde pour une bêtise pareille, c'est juste une fille, ça ne signifie rien, c'est le travail. Le travail, ai-je répété, et pour la première fois j'ai senti la colère.
La pure et légitime colère a commencé à faire fondre la glace dans mes veines. Coucher avec la fille de ton associé principal, c'est le travail. Utiliser notre argent, l'argent de notre avenir pour payer son appartement et ses bijoux, c'est le travail. S'il te plaît, Daniel, fais-moi une faveur et ne me prends pas pour une imbécile jusqu'au bout. Ma voix plus forte que je ne le voulais a résonné dans le silence du parking. Un voiturier qui sortait de l'hôtel nous a jeté un regard curieux. Daniel s'est senti humilié. Comment ? Comment tu sais pour l'appartement a-t-il demandé décontenancé, sa colère se dégonflant instantanément. Un sourire froid a glissé sur mes lèvres. C'était la première fois que je me sentais puissante depuis des mois, des années, parce que je n'étais plus l'ingénue Éléonore qu'il avait connue, celle qui croyait que les retards étaient dus aux embouteillages sur le périphérique, celle qui pensait que ses voyages d'affaires à Miami n'étaient que pour jouer au golf avec des clients. Cette femme était morte de froid sur ce siège la nuit dernière. Celle qui reste, ai-je dit en ouvrant la portière de la voiture. Celle qui reste a fait ses devoirs. Je suis montée dans la voiture et j'ai claqué la portière. Il laissait rester là debout pâle, débraillé, observant la vie parfaite qu'il avait construite sur une montagne de mensonges s'effondrer à ses pieds. J'ai démarré le moteur, un son puissant et décisif qui a tranché le silence tendu entre nous. J'ai baissé la vitre de quelques centimètres. Ses yeux, emplis d'une peur authentique, ont rencontré les miens. À 11h, Daniel, au bureau, ne sois pas en retard. Tu sais comme je déteste qu'on me fasse perdre mon temps. Et avant qu'il ne puisse articuler un autre mensonge, une autre supplique, une autre tentative de manipulation. J'ai retiré mon pied du frein et je suis partie. Dans le rétroviseur, je l'ai vu devenir de plus en plus petit, seul sous la lumière froide de l'aube parisienne tenant toujours son téléphone. La preuve de sa ruine brillant inutilement sur l'écran maintenant sombre. Je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, j'ai allumé la radio. Une vieille chanson de téléphone passait ironiquement entraînante. J'ai monté le volume et pour la première fois en une nuit interminable, j'ai vraiment respiré. Ce n'était pas un soupir de soulagement, c'était la première inspiration aiguë et douloureuse de quelqu'un qui venait de remonter à la surface après avoir failli se noyer. La bataille, je le savais, ne faisait que commencer. Mais cette nuit-là, dans le calme suffocant de ce parking, j'avais livré la première et la plus importante escarmouche. Je m'étais reconquise. 3 mois plus tôt, la brise qui traversait les baies vitrées de notre penthouse du Trocadéro portait encore un dernier souffle d'été. Mais la lumière n'était plus la même. C'était une lumière plus basse, plus dorée qui annonçait l'automne. Moi et Léonore, j'étais appuyée contre le chambranle de la porte, observant la fin de l'après-midi teinter d'ambre les façades en pierre de taille du quartier voisin. Dans ma main, un verre de vin blanc qui avait perdu sa fraîcheur. Derrière moi résonnait le silence d'un appartement trop grand, trop calme. « Cette semaine va être un enfer, ma chérie », a dit Daniel en sortant de la chambre. Il portait la chemise bleu clair qui lui allait le mieux, celle que j'avais moi-même repassée ce matin-là. Il a ajusté le nœud de sa cravate dans le miroir du couloir avec ce geste rapide et expert qu'il avait perfectionné au fil des ans en comparaissant devant des juges et de riches clients. L'affaire LVMH est sur le point d'exploser. Réunion tardive, dîner d'affaires. Ne m'attends pas. C'était la 3e fois qu'il disait cela cette semaine, et nous n'étions que mardi. Je me suis tournée vers lui appuyant ma hanche contre le rebord de la fenêtre. Un autre dîner avec le même client. On dirait que M. Arnaud préfère notre compagnie à celle de sa femme. Daniel a ri sèchement un son creux professionnel. C'est un gros poisson, Nora. Un gros poisson avec un divorce difficile et un portefeuille d'investissement qui occupe la moitié du Luxembourg. Ses politesses ne sont qu'une partie du jeu. Il s'est approché et m'a donné un baiser rapide sur la joue. Son parfum boisé et cher m'a enveloppée. Depuis des mois, cette odeur ne me donnait plus les papillons dans le ventre qu'elle me donnait avant. Maintenant, elle me rappelait seulement des halls d'hôtel et des factures que je ne voyais jamais. Tu sais comment c'est. Je sais, ai-je dit. Et c'était vrai, je connaissais la théorie. 7 ans de mariage avec un avocat prometteur d'un prestigieux cabinet de l'avenue Montaigne vous apprennent la théorie. Ce que je ne savais pas, c'est pourquoi la pratique me nouait un peu plus l'estomac, chaque jour. Et le dîner avec Sarah, a-t-il demandé en prenant sa mallette en cuir, celle que ses associés lui avaient offerte quand il était devenu associé. Annulée. Elle doit rester tard à la galerie pour installer la nouvelle exposition. Quel dommage. Commande-toi quelque chose de bon. Il a ouvert la porte. Je ne sais pas à quelle heure je rentre. Ne m'attends pas. La porte s'est refermée doucement. Le silence a envahi l'appartement. J'ai fini mon vin maintenant aigre. Dîner d'affaires. Au début, quand il était un jeune associé, c'était des pizzas froides au bureau, puis ce sont devenus des steaks à la brasserie. Dernièrement, il s'était transformé en événement informel et en rendez-vous à des heures creuses. J'avais été compréhensive, même fière de mon mari, le brillant Daniel Bastos, gravissant les échelons du succès avec détermination. Jusqu'au jour où, en regardant cette échelle d'en bas, j'ai réalisé que je ne montais plus à ses côtés. J'avais été laissée sur un palier tenant le manteau qu'il avait enlevé pour monter plus vite. Une semaine plus tard, c'était le mariage de ma sœur cadette Clara. Une célébration magnifique dans un domaine viticole modernisé près de Reims en Champagne. Vignes dorées, longues tables rires et tintement des verres. Daniel était impeccable comme toujours, le costume parfait dansant avec ma mère, faisant les bonnes blagues avec mes oncles, le mari parfait.
Mais moi qui avais appris à lire la moindre micro-expression sur son visage en 7 ans, je voyais la tension derrière son sourire. J'ai vu comment son regard se détournait toutes les 2 minutes, comment il consultait discrètement mais constamment sa montre. Ton mari a l'air pressé, m'a murmuré Sarah, ma sœur aînée, en s'approchant de moi avec 2 coupes de champagne. Son regard aussi acéré que des griffes suivait la direction du mien. Daniel était de l'autre côté de la terrasse parlant avec mon père, mais sa posture était rigide, distante. L'affaire LVMH, ai-je répondu automatiquement. C'était la carte maîtresse, l'excuse universelle. Sarah a pris une gorgée de son champagne. Cette affaire doit avoir plus de tentacules qu'une pieuvre. Il est occupé avec ça depuis le printemps. Elle m'a regardé de côté. Tout va bien entre vous deux. Bien sûr, pourquoi ça n'irait pas? Je ne sais pas, parce qu'il a l'air plus intéressé par son téléphone que par la robe de ta sœur. Et parce que tu as un sourire peint qui me rappelle maman le jour où le chien a mangé le chapelet de mamie. Avant que je puisse répondre, Daniel s'est approché. Chérie, je suis désolée, a-t-il dit en posant sa main sur mon épaule. Son contact m'a provoqué un frisson involontaire dans le dos. Je dois y aller. Arnaud a besoin de signer des documents ce soir. C'est fou, mais ça fait partie du jeu. Je sais, ai-je complété pour lui avec une douceur qui m'a surprise. Il a cligné des yeux légèrement pris au dépourvu. Exactement, désolé. Il m'a embrassé sur la joue. Fais un câlin à Clara de ma part. Le prochain dîner est pour moi. Et ainsi, au milieu du mariage de ma sœur, il a disparu. Je l'ai regardé s'éloigner entre les tables, saluant de la main l'autre main sortant déjà son téléphone de sa poche. Plus tard, bien après minuit, Sarah m'a ramené à la maison. Daniel avait pris sa propre voiture. Quand je suis entrée dans le garage, son Audi noir brillait sous les néons. Je me suis approchée d'elle sans trop savoir pourquoi. Peut-être pour sentir la chaleur résiduelle du moteur, la preuve tangible qu'il avait été là, que sa hâte avait été réelle. La portière côté conducteur n'était pas complètement fermée. Daniel, toujours si méticuleux, devait être distrait. À l'intérieur, l'odeur de son parfum était encore plus forte. Sur le siège passager à moitié caché sous le manuel du véhicule, j'ai vu un petit morceau de papier rectangulaire. Je l'ai pris. C'était un reçu du bar de l'hôtel Coste. 2 cafés, une eau minérale et un club sandwich. Date la veille au soir. Heure 22h47. Payé par carte de crédit, celle de Daniel. Je suis restée totalement immobile tenant ce morceau de papier qui pesait soudain 1 tonne. Il pouvait y avoir 1000 explications. Une réunion de dernière minute près de l'hôtel, un client de l'extérieur. Mais quelque chose, un instinct profond et glacial me murmurait qu'aucune de ces explications n'était la vérité. Le Costes n'était pas près de son bureau et à 23h, un club sandwich pour 2 n'était pas un dîner d'affaires. C'était une collation de faim. De soirée pour quelqu'un avec d'autres intentions. J'ai gardé le reçu dans mon sac. Je n'ai pas pleuré, je suis juste montée dans notre penthouse silencieux. Et cette nuit-là, pour la première fois, j'ai dormi dans la chambre d'amis. Les jours suivants ont été un exercice d'observation morbide. J'ai commencé à remarquer des détails. La légère odeur sucrée d'un parfum inconnu sur la veste qu'il laissait parfois traîner sur une chaise. Sa réaction exagérée quand un soir, alors que nous regardions une émission, son téléphone a sonné et il l'a retourné face contre table avec un mouvement brusque prétendant que c'était un client ennuyeux. La façon dont il a changé le mot de passe de son ordinateur portable après des années à utiliser le même la date de notre anniversaire de mariage. Le coup de grâce est venu d'où je m'y attendais le moins. Une amie de la fac, Laïla, travaillait dans un cabinet de conseil. Nous nous sommes retrouvés pour des cocktails artisanaux dans un bar en rooftop à Saint-Germain. Après avoir parlé de travail d'amis communs et de la vie, elle a joué avec l'olive dans son verre et a dit avec une apparente désinvolture qui ne m'a pas trompée. Au fait, je t'ai vu l'autre jour. Ou plutôt, j'ai vu Daniel. Mon cœur a raté un battement. Oh, vraiment où? Dans ce nouvel endroit branché à Deauville-les-Planches. Il était avec un groupe du bureau, je crois, et une grande brune en robe rouge. Ils avaient en l'air de bien s'amuser. Elle m'a regardée et dans ses yeux, j'ai vu la même préoccupation que Sarah avait montrée au mariage. Je ne sais pas, ils avaient un l'air proche. Mais bon, je suis sûre que c'était juste le travail, n'est-ce pas? Sûrement juste le travail. La même phrase, le même mantra. J'ai hoché la tête, la gorge sèche comme de la poudre. Oui, bien sûr, dîner d'équipe. Mais dans ma tête, les pièces commençaient à s'emboîter d'une manière qui me terrifiait. Le reçu de l'hôtel, les arrivées tardives, le parfum, la file en rouge, et un nom que j'avais entendu Daniel mentionner à de rares occasions, toujours avec un ton spécial, professionnellement intéressé, Chloé Miller. Cette nuit-là, alors que Daniel ronflait doucement à côté de moi, il était rentré à 1 heure, raisonnable, sentant le steak et le vin rouge. Je suis restée éveillée, les yeux fixés sur le plafond. Le doute, ce serpent silencieux, n'était plus seulement niché dans mon estomac. Il s'était enroulé autour de mon cœur et le serrait fort. Il ne suffisait plus d'observer. Il ne suffisait plus d'attendre que le mensonge s'effondre de lui-même. L'ingénue Éléonore, celle qui m'en croyait aux dîners d'affaires, avait été laissée quelque part entre le reçu du Coste et le regard apitoyé de Laïla. Quelque chose s'est brisé en moi. La résignation peut-être. Ou exactement le contraire, le dernier vestige de résignation se brisant en 1000 morceaux. Le froid que je ressentirais des mois plus tard sur le parking de l'hôtel commençait à se former. C'est cette nuit-là dans le lit que je partageais avec un homme qui ressemblait chaque jour un peu, plus à un étranger que tout a changé.
Le lendemain matin, après avoir entendu Daniel quitter la maison avec un autre, je vais rentrer tard ce soir, mon amour. Je ne suis pas restée à regarder par la fenêtre. Je suis allée à mon ordinateur portable. J'ai ouvert le navigateur et avec des doigts qui tremblaient en B légèrement, mais avec une détermination d'acier fraîchement forgée, j'ai tapé les mots. Détective privé par ici. Le dimanche sentait le gigot d'agneau et la culpabilité. L'arôme du rôti dominical que ma mère sortait du four dans sa maison de Neuilly-sur-Seine se mêlait à l'odeur familière des croissants du jardin et à quelque chose de plus dense, de plus lourd, la tension silencieuse qui planait sur le repas depuis que j'étais arrivée seule. Daniel travaille encore un dimanche, m'avait demandé ma mère quand je suis entrée en embrassant sa joue qui sentait le savon à la lavande et l'inquiétude. Toujours cette affaire sans fin. Ma mère Marthe a hoché la tête, les lèvres pincées, un geste que je connaissais trop bien. C'était sa façon de dire « je n'en crois pas un mot mais je n'insisterai pas pour le moment ». Mon père Édouard, lisant dans son fauteuil, a juste levé les yeux par-dessus ses lunettes et a grommelé. Ce garçon travaille comme un forçat. Un jour, il aura de l'argent pour acheter ses propres îles, mais pas le temps d'y mettre les pieds. C'est ma sœur Sarah, déjà assise à la table de la salle à manger, avec un verre de vin rouge qui m'a lancé le regard qui disait tout. Un regard qui disait « Ça va, tu veux parler, parce que si ce salaud t'a fait quelque chose, je le défonce ». Le repas s'est déroulé dans la cacophonie habituelle d'un dimanche en famille française. Les enfants de mon frère Charles couraient autour de la table. Ma belle-sœur Anne parlait sans cesse des potins de l'association des parents d'élèves de son école. Mon père pontifiait sur la politique locale. Ma mère servait des portions généreuses comme si la sauce pouvait couvrir tous les silences gênants. Mais la tension flottait dans l'air plus tangible que la vapeur du rôti. C'est au moment du dessert, une tarte aux cerises maison que ma mère a apportée de la cuisine, que la bombe est tombée bien que de la manière la plus subtile. Au fait, Nora, a dit ma mère en s'essuyant les mains sur son tablier. L'autre jour, j'ai croisé Linda, la mère de l'ami de Daniel. Comment s'appelle-t-il déjà, Marc? Bref, j'ai croisé Linda au bon marché. Elle m'a dit qu'elle avait vu Daniel il y a quelques semaines, un samedi après-midi, au cinéma Le Champeau avec des amis. Elle a laissé la phrase en suspens dans l'air comme un plat sale que personne ne veut prendre. Tout le monde, même les enfants, a semblé se taire une seconde. Sarah a posé sa fourchette sur son assiette avec un tintement sec. Oh vraiment, ai-je demandé en goûtant un morceau de tarte qui avait soudain le goût de cendre. Il ne m'a rien dit. Quels amis? Elle n'a pas dit, a répondu ma mère en évitant mon regard tout en ramassant les assiettes. Elle a juste mentionné qu'il était avec des gens plus jeunes. J'ai pensé que vous organisiez peut-être quelque chose et que vous aviez oublié d'inviter les vieux comme nous. Son rire a sonné force et strident. Daniel a beaucoup d'obligations, maman, ai-je dit, ma voix semblant trop froide, trop contrôlée. C'est le travail, tu sais comment c'est. Mon père est intervenu mal à l'aise avec la tournure de la conversation. Le travail passe avant tout, c'est comme ça que ça doit être. Passe-moi le flanc, Édouard. Mais ma mère n'était pas disposée à laisser passer l'occasion. Alors qu'elle aidait Anne à emporter les assiettes à la cuisine, elle m'a dit sur un ton qui se voulait léger mais qui était tout sauf ça. Éléonore, ma chérie, viens m'aider avec le café. Tu le fais mieux que moi. C'était un piège, et moi, comme une idiote, je me suis levée et je l'ai suivie. Dans la cuisine, avec le bourdonnement de la cafetière comme seul témoin, le masque est tombé. Ma mère s'est appuyée contre le plan de travail en marbre, a croisé les bras et m'a dévisagée. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Rien, maman, je te l'ai déjà dit. Ne me mens pas. Tu as l'air d'être à un enterrement depuis des semaines et aujourd'hui tu es venue seule encore. C'est cette fille Chloé dont Sarah m'a parlé. J'ai maudit Sarah. Elle devrait s'occuper de ses propres affaires. Sarah se mêle de ta vie parce que à quoi sert une sœur d'autre et je suis ta mère. Maintenant, dis-moi qui est cette femme. L'épuisement, la colère accumulée, le soupçon qui me rongeait de l'intérieur depuis des semaines. Tout a explosé en un murmure rauque. C'est la fille d'Harrison Miller, l'associé principal de Daniel, la nouvelle recrue de son cabinet. Elle a 28 ans et apparemment elle aime les films d'art et d'essai et les hôtels bon marché. Le visage de ma mère s'est défait. Elle n'avait pas l'air surprise mais résignée comme si elle s'attendait à cette nouvelle, la redoutant mais sachant qu'elle finirait par arriver. Oh Éléonore, a-t-elle murmuré et soudain elle avait vraiment l'air d'avoir 65 ans. Ces hommes, toujours les mêmes. Non, maman, tous les hommes ne sont pas pareils. Et ce ne sont pas seulement des garçons qui font des bêtises. C'est mon mari qui me ment, qui sort avec une autre, qui me prend pour une idiote. Tu es sûre? A-t-elle demandé et dans sa voix, il y avait une lueur pathétique d'espoir. C'est peut-être un malentendu. Parfois, les jeunes femmes sont très amicales et les hommes comprennent mal. Je ne suis pas stupide, ai-je rétorqué, et ma voix était montée effrayant Anne qui entrait avec d'autres assiettes et s'est empressée de reculer. J'ai des preuves, enfin presque, je suis en train de m'en assurer. Ma mère s'est approchée, posant ses mains ridées sur les miennes qui agrippaient le bord du plan de travail comme une bouée de sauvetage. Écoute-moi, ma chérie, même si c'était vrai, ces choses arrivent. Elles arrivent sans plus souvent que tu ne le penses. Ton père. Elle s'est interrompue en déglutissant. Bref, peu importe maintenant. Ce qui compte, c'est la famille, ma, ce que vous avez construit. 7 ans, un magnifique penthouse, une vie enviable. Tu vas tout jeter par la fenêtre pour une simple aventure. Je l'ai regardée incrédule. Pas pour ce qu'elle disait, mais pour la douleur profonde et ancienne qui affleurait dans ses yeux. Soudain, beaucoup de choses de mon enfance prenaient sens, les disputes à voix basse, les absences soudaines de mon père, la tristesse, qui enveloppait parfois ma mère comme un châle.
Papa, ai-je demandé bien que je connaisse déjà la réponse. Elle a détourné le regard. C'était il y a longtemps, une secrétaire, une bêtise. Mais j'ai supporté pour vous les enfants, pour cette maison, pour la famille. Et regarde, nous sommes ensemble. Ton père est un homme bon. Au fond, ils ont tous leurs faiblesses. J'ai senti une vague de nausée. Pas de dégoût, mais de panique. C'était ça mon avenir, supporter baisser la tête, me transformer en cette femme forte et brisée qui me regardait avec des yeux suppliants. Je ne suis pas toi, maman, ai-je dit, et ma voix a tremblé mais ne s'est pas brisée. Je ne vais pas supporter ça. Je ne vais pas faire semblant que rien ne s'est passé pendant que mon mari couche avec une autre. Je ne vais pas sauver les apparences pour que les voisins ne cancanent pas. C'est ta vie que tu vas détruire. Sa voix s'est brisée aussi, mais de colère. Tu sais ce que c'est d'être une femme divorcée à ton âge, retourner vivre chez tes parents, les regards de pitié, tes finances en désordre. Et si tu veux des enfants, l'horloge tourne. Chaque mot était un poignard, mais chaque poignard, au lieu de m'affaiblir, m'aiguisait. Je préfère la pitié des autres à me mépriser, ai-je dit en retirant mes mains des siennes, et je ne retournerai pas dans cette maison. J'ai ma carrière, j'ai mes économies, j'ai Sarah. Nassara, a-t-elle s'exclamé comme si le nom de ma sœur était une insulte. C'est ça. Ta sœur, la féministe, celle qui vit avec sa petite amie et peint des tableaux que personne n'achète. C'est elle qui va te donner des conseils matrimoniaux. Bien sûr, une femme qui n'a même pas réussi à garder un homme à ses côtés. La porte de la cuisine s'est ouverte avec un fracas. Sarah était là, les poings serrés, les yeux brillants de fureur. Elle avait tout entendu. Une femme n'a pas à garder un homme à ses côtés. Maman, comme si c'était un chien ou une plante, a-t-elle dit avec un calme plus terrifiant que n'importe quel cri. Et pour ton information, Émilie et moi sommes ensemble depuis 12 ans, plus longtemps que beaucoup de mariages que nous connaissons. Et nous ne nous trompons pas. Ce qui semble être plus que ce qu'on peut dire de ce foyer. Ma mère a pâli. Ne me parle pas sur ce ton, c'est ma maison. Et Éléonore est ta sœur, et elle souffre. Et au lieu de la soutenir, tu lui dis de se taire et de supporter comme tu l'as fait. Eh bien non, elle n'est pas toi, elle a plus de courage. Le bruit d'une assiette se brisant sur le sol de la salle à manger nous a fait sursauter toutes les trois. C'était mon père. Il avait passé la tête dans la cuisine et sur son visage habituellement si serein se mêlait la honte et une colère contenue. « Vous parlez toutes de choses qui ne vous regardent pas », a-t-il crié à ma mère. « Laisse-la tranquille, Marthe. Éléonore est une adulte. Laisse-la faire ce qu'elle a à faire. » « Et qu'est-ce que tu en sais, toi ?» a répliqué ma mère en se tournant vers lui avec une fureur qu'elle a accumulée sans doute depuis des décennies. « Toi qui n'étais jamais là, toi qui… » Assez. Ma voix a tranché l'air comme du verre brisé. Tout le monde s'est tué et m'a regardé. J'ai respiré profondément, remplissant mes poumons d'un air lourd de rancœur familiale, de vieux secrets et de mensonges hérités. « Assez », ai-je répété. « Maman, je t'aime, mais je ne vivrai pas ma vie comme tu as vécu la tienne. Papa, je n'ai pas de mots pour toi maintenant. » Sarah, merci. J'ai pris mon sac sur le porte-manteau. Mes mains tremblaient, mais ma voix était ferme. Je m'en vais, et je ne vous en parlerai pas tant que je n'aurai pas décidé comment et quand. Daniel et moi avons des choses à régler et nous allons les régler, sans conseil de famille, sans opinion non sollicitée et sans gigot pour masquer les problèmes. Je me suis dirigée vers la porte. Personne n'a essayé de m'arrêter. Sur le seuil, je me suis retournée. Ma mère pleurait en silence. Mon père regardait le sol vaincu. Seule Sarah soutenait mon regard et dans ses yeux, je voyais une fierté féroce, une solidarité absolue. « Une dernière chose, maman, ai-je dit. Ce n'est pas une simple aventure. C'est la fin de mon mariage et c'est moi qui vais décider comment il se termine. » Je suis sortie dans le hall d'entrée puis dans la rue baignée par la lumière de l'après-midi dominical. L'air était doux, propre, il ne sentait plus le gigot et la culpabilité. Il sentait la liberté. Une liberté terrifiante, douloureuse, mais la liberté quand même. Dans mon sac, mon téléphone a vibré. C'était un message de Daniel. « Je termine bientôt. On dîne ensemble. Tu me manques. » J'ai regardé l'écran, ce mensonge si brillant, si facile, et pour la première fois, je n'ai pas ressenti de douleur. Je n'ai pas ressenti de colère. J'ai ressenti de la clarté. Je n'ai pas répondu. J'ai rangé le téléphone. Je suis montée dans ma voiture. Avant de démarrer le moteur, j'ai sorti mon agenda. J'ai cherché le numéro que j'avais noté quelques jours plus tôt après mes recherches en ligne. Le numéro du détective privé recommandé par une amie de la fac de mai. Droit spécialisé dans les divorces difficiles. J'ai regardé le nom Michel Rossi. Enquête discrète. Sans me laisser le temps que les doutes ou les fantômes de la résignation de ma mère ne me dissuadent, j'ai composé le numéro. Il a sonné 2 fois avant qu'une voix grave et professionnelle ne réponde. Rossi. « Bonjour », ai-je dit, ma voix sonnant étrangement sereine dans le calme de ma voiture. « C'est Éléonore Bastos, j'ai besoin de vos services. » Le bureau de Michel Rossi sentait le café bon marché et la fumée de cigarettes électroniques à la vanille. Il ne se trouvait pas dans un quartier chic de Paris, mais dans un immeuble des années 1970, du 11e arrondissement, à quelques rues de la place de la Bastille. La salle d'attente était petite, avec une table en formica et des magazines automobiles périmés. Rien à voir avec les bureaux immaculés en verre et en acier du cabinet d'avocat de Daniel. « Madame Bastos, entrez », a dit la réceptionniste, une femme d'âge mûr, avec des lunettes de lecture suspendues à une chaîne. Michel Rossi ne ressemblait en rien à un détective de film. C'était un homme d'une 50aine d'années aux cheveux clairsemés et au petit ventre qui tendait les boutons de sa chemise à carreaux.
Il avait une veste en velours côtelé marron jetée sur le dossier de sa chaise. Sa poignée de main était ferme sèche. « Asseyez-vous, je vous prie. » Il a indiqué la chaise en face de son bureau encombré de dossiers et d'un vieil ordinateur portable à côté du téléphone. « Vous avez dit que c'était une affaire de surveillance conjugale ?» « Oui. » J'ai hoché la tête posant mon sac sur mes genoux comme un bouclier. Maintenant que j'étais là dans cet endroit qui confirmait que mon mariage avait besoin d'un espion, la réalité m'a frappé de plein fouet. J'ai dégluti. « Je pense que mon mari me trompe, j'ai besoin de preuves. » Rosie a hoché la tête sans montrer de surprise ni de jugement. Son expression était professionnelle neutre. Il a ouvert un carnet. « Je comprends, c'est une situation difficile, dites-moi ce qui vous rend suspicieuse. » Et ainsi, d'une voix qui a commencé à trembler mais s'est raffermie au fur et à mesure que je parlais, je lui ai tout raconté. Les dîners d'affaires interminables, le reçu du Costesse le parfum étrange, la fille en rouge, le nom de Chloé Miller, la filière de l'associé principal. Rosie prenait des notes d'une écriture rapide et minuscule. « Vous avez une photo de votre mari et de mademoiselle Miller si vous en avez une. » Je lui ai tendu mon téléphone. J'avais une photo récente de Daniel prise lors d'un dîner de famille. Pour Chloé, je n'ai trouvé qu'une photo de profil LinkedIn que j'ai capturée. C'était un portrait professionnel, une brune séduisante, avec un sourire confiant presque provocateur. Rosie l'a étudiée. Je la connais, ou plutôt je sais qui elle est. Son père, Harrison Miller, est un gros bonnet. Il a des intérêts dans tout Paris. Il m'a regardé. Cela pourrait compliquer les choses. Les gens puissants ont tendance à être prudents. Je ne veux pas de problème, je veux juste la vérité. La vérité a un prix, Madame Bastos, et parfois ce prix n'était pas seulement financier. Il a posé son stylo. Voici mes tarifs. Il a fait glisser une brochure imprimée dans ma direction. Surveillance de base, rapports hebdomadaires, preuves photographiques ou vidéos si possible et légales. Tout est strictement confidentiel. Vous signez un accord de confidentialité, je fournis les résultats. Si on parle de pirater des ordinateurs ou des téléphones, c'est un autre service plus cher et avec des risques légaux. Je ne le recommande pas comme première étape. J'ai lu les chiffres. C'était élevé mais pas prohibitif. Je pouvais payer avec mes économies, avec la part du conjoint que je gérais. L'argent que j'avais pensé utiliser pour rénover la cuisine servirait maintenant à faire exploser les fondations de mon mariage. D'accord, juste la surveillance pour l'instant. J'ai signé les papiers qu'il a fait glisser sur la table avec ce que j'espérais être une écriture ferme. Je veux savoir où il va, avec qui il est, combien de temps il passe avec elle. Tout. Vous aurez votre premier rapport dans 48 heures. Il s'est levé signalant la fin de la réunion. Un conseil, Madame Bastos. Pendant que l'enquête est en cours, agissez de manière tout à fait normale. Pas de questions, pas de fouinage, pas d'explosion. Soyez froide, soyez intelligente. Les gens qui ont quelque chose à cacher deviennent imprudents quand ils pensent que personne ne regarde. Je suis sortie de là en me sentant sale et puissante à la fois. J'avais franchi un seuil. Je n'étais plus seulement la femme méfiante. J'étais la cliente qui payait pour la vérité. Les 2 semaines suivantes ont été un exercice de comédie ininterrompu. J'ai souri à Daniel le matin. Je lui ai demandé des nouvelles de sa journée de l'affaire LVMH. J'ai hoché la tête quand il a déversé ses mensonges de plus en plus élaborés, un dîner avec des clients japonais chez L'Ambroisie, un week-end de team building à Deauville. J'ai noté mentalement chaque détail, chaque contradiction, puis je les ai comparés aux rapports concis et dévastateurs qui ont commencé à arriver sur un compte de messagerie sécurisé que j'avais créé uniquement à cette fin. Daniel Bastos, jour 1 jeudi, quitte le cabinet d'avocat à 19h45, prend un taxi pour le restaurant Girafe. Rencontre mademoiselle Chloé Miller, 28 ans, identité en pièces, jointe à 20h15. Le dîner dure environ 2 heures. Comportement observable, proximité physique fréquente, rires se tiennent de la main sur la table. Partent ensemble à 22h30, prennent un taxi en direction du nord vers les Champs-Élysées. Descendent rue de Berry. Entrent dans un immeuble résidentiel. Le sujet sort seul à 00h47. Prend un taxi pour sa résidence principale. 12 photographies en pièces jointes. Les images atteignent des flouteries prises au téléobjectif de loin mais sans équivoque. Daniel souriant se penchant vers elle dans un geste intime qu'il n'avait pas eu avec moi depuis des années. Elle riant touchant son bras. L'adresse de la rue de Berry. Une recherche rapide sur Internet a confirmé qu'il s'agissait d'un immeuble de location de luxe. Leur nid d'amour ou peut-être l'appartement qu'il payait. Le deuxième rapport était encore plus accablant. Jour 6 mardi, le sujet quitte le travail à 18h. Conduit son véhicule personnel Audi A6 jusqu'au parking des Champs-Élysées. Rencontre mademoiselle Miller dans le parking souterrain. Elle monte dans le véhicule. Reste 25 minutes. Se dirige ensuite vers l'hôtel Molitor. Entre séparément à 5 minutes d'intervalle. Le sujet sort seul à 22h15. 8 photographies en pièces jointes plus extraits vidéo sans son de l'entrée de l'hôtel. La courte vidéo tremblante a été le coup le plus dur. Le voir mon mari entrer dans cet hôtel avec cette détermination furtive a été comme recevoir un coup de poing dans l'estomac. Il n'y avait plus de place pour le doute ou l'espoir. La vérité était cette séquence de pixels froides et irréfutables. Michel Rossi m'a appelé avec le 3e rapport. Madame Bastos, j'ai des informations supplémentaires qui pourraient vous intéresser.
Nous avons fait une recherche financière de base à partir de données publiques. Votre mari effectue des virements mensuels d'un compte secondaire à son nom vers un contrat de location au nom de Chloé Miller. L'adresse est celle de la rue de Berry. L'appartement est loué depuis 7 mois. 7 mois, presque un an. Ce n'était pas un faux pas, c'était une double vie. Il y a aussi des relevés d'achat sur sa carte de crédit d'entreprise dans des bijouteries et des boutiques qui, d'après les montants et la fréquence, ne semblent pas être pour vous. Sa voix neutre a continué de l'autre côté de la ligne. Voudriez-vous que nous enquêtions plus en profondeur? Nous pouvons essayer d'accéder à des relevés bancaires plus détaillés, mais il me faudrait votre autorisation écrite, et cela comporte plus de risques légaux. Non, ai-je dit, et ma voix a sonné étrangement sereine comme si elle venait de très loin. C'est suffisant, plus que suffisant. Envoyez-moi tout ce que vous avez, s'il vous plaît, et préparez la facture finale. J'ai raccroché, je n'avais besoin de rien de plus. J'avais les pièces du puzzle. Un puzzle sordide et vulgaire qui montrait l'image d'un mariage en décomposition. Le même après-midi, sachant que Daniel serait en réunion tardive, j'ai passé 2 appels. Le premier au bureau d'Olivia Viana, avocate en droit de la famille. La même tigresse que Daniel m'avait recommandée avec enthousiasme l'année précédente lorsque j'avais eu des problèmes avec notre copropriété. L'ironie était si acide que je pouvais presque la goûter. Olivia, c'est Éléonore Bastos. J'ai besoin de te voir, c'est urgent. Et c'est à propos de Daniel. Il y a eu un bref silence de l'autre côté, puis la voix directe et professionnelle de l'avocate. Demain à la première heure, 8 heures, par la porte de derrière si vous préférez la discrétion. Le deuxième appel a été à la banque sur la ligne privée de mon gestionnaire de patrimoine Kevin. Kevin, c'est Éléonore. J'ai besoin que vous geliez immédiatement tous les comptes joints, les épargnes et la ligne de crédit. Ne laissez actif que mon compte personnel. Oui, c'est un ordre du co-titulaire du compte. Non, mon mari n'est pas disponible pour le moment. C'est une mesure de sécurité préventive. J'expliquerai tout en personne bientôt. Oui, tout de suite, s'il vous plaît. J'ai raccroché, mes mains ne tremblaient pas. Mon cœur battait à un rythme rapide mais constant. Il n'y avait plus de peur, il y avait seulement une détermination métallique et froide. J'étais passé du soupçon à la preuve et de la preuve à l'action. Ce soir-là, Daniel est arrivé vers minuit. Il sentait l'air nocturne et un léger parfum sucré qui n'était pas le mien. Il a faim l'épuisement. Un désastre, ma chérie. Ces cadres japonais sont impitoyables. Qu'as-tu fait ce soir? J'étais assise sur le canapé, un livre ouvert sur mes genoux. Les lumières étaient assez basses. J'ai levé les yeux et je les regardais. Vraiment regardé peut-être pour la première fois depuis des mois. J'ai vu la minuscule tache presque imperceptible de rouge à lèvres sur le col de sa chemise blanche. J'ai vu le léger gonflement sous ses yeux, non pas de fatigue, mais de l'euphorie contenue d'un homme qui venait d'être avec sa maîtresse. J'ai vu l'étranger qui vivait dans ma maison. Oh, rien d'important, ai-je dit en me raclant la gorge et en souriant. C'était un sourire calme, le sourire de quelqu'un qui a déjà pris une décision irréversible. Juste des choses de la maison. Le calme que j'ai ressenti après avoir gelé les comptes et rencontré l'avocate a duré exactement 48 heures. C'était un calme étrange électrique comme le silence qui précède un orage. J'ai joué mon rôle, j'ai préparé le dîner. Je l'ai interrogé sur sa journée. J'ai écouté ses mensonges de plus en plus élaborés avec un sourire en plastique parfaitement moulé. C'était comme vivre à l'intérieur d'une bulle de verre en regardant le monde extérieur se déformer, sachant qu'à tout moment elle pourrait se briser. L'explosion a eu lieu un mardi après-midi alors que je pliais le linge fraîchement repassé dans la chambre. Mon téléphone jeté sur le lit a vibré avec un numéro que je ne connaissais pas, un indicatif de la région parisienne. Un frisson instinctif a parcouru ma colonne vertébrale avant même que je ne fasse glisser mon doigt pour répondre. « Allô » ai-je dit d'une voix neutre. « Éléonore Bastos. » La voix de l'autre côté était féminine, jeune sûre d'elle et avec un accent éduqué, le genre d'accent qu'on apprend dans les écoles privées chères et qu'on perfectionne à l'étranger. « Moi, qui est à l'appareil ?» C'est Chloé Miller. L'air s'est vidé de mes poumons. J'ai regardé autour de moi comme si notre chambre pouvait m'offrir un refuge. Elle ne le pouvait pas. Il n'y avait que des piles de chemises de Daniel, ses pantalons soigneusement pliés, la montre que je lui avais offerte pour notre dernier anniversaire, posée sur la table de chevet. Toute une vie emballée dans des routines domestiques qui m'ont soudain semblé grotesques. Chloé Miller, ai-je répété, et j'ai été surprise par la sérénité de ma voix. Le froid que j'avais cultivé comme une arme s'est activé instantanément. La fille d'Harrison Miller, la nouvelle recrue du cabinet de mon mari. Il y a eu une brève pause comme si elle ne s'attendait pas à ce que je l'identifie si rapidement. Exactement, c'est à propos de Daniel, a-t-elle dit rapidement avant que je ne puisse raccrocher. Et à propos de nous. Voilà le mot « nous ». Un tout petit mot contenant tout un univers de trahison. Je l'ai saisi comme on saisit un couteau par la lame sentant la coupure s'enfoncer en moi. « Nous », ai-je demandé en laissant un filet de glace s'infiltrer dans mon ton. Vous et Daniel formez un « nous ». C'est touchant. Ça doit être compliqué avec lui vivant ici. Et vous? Eh bien, où vivez-vous exactement? Dans l'appartement de la rue de Berry, celui qu'il paie, n'est-ce pas? Le silence sur la ligne a été absolu. Je pouvais presque l'entendre déglutir, se ressaisir. Elle n'était pas aussi confiante qu'elle en avait l'air. « Vous m'avez suivi » a-t-elle demandé, et sa voix a perdu une fraction de son arrogance initiale. « Mais pas besoin de suivre ceux qui ne se cachent pas », ai-je menti en savourant sa confusion. Puis je me suis souvenu.
Soudain, mon index a bougé de lui-même. J'ai touché l'écran et j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement d'appel. Une petite icône rouge a commencé à clignoter. Olivia Viana avait suggéré « Enregistrer tout même les silences ». Mais dites-moi Chloé, qu'est-ce qui est si urgent pour que vous ayez besoin d'appeler la femme de votre amant? Je ne suis pas son amante, a-t-elle rétorqué en retrouvant une partie de sa suffisance. Nous sommes quelque chose de plus, c'est compliqué. Ah bien sûr, compliqué, comme votre dîner chez Girafe ou votre après-midi au cinéma Le Champeau ou vos séjours à l'hôtel Molitor. La vérité me semble assez simple pourtant. Ce n'est pas une plaisanterie, Éléonore. Ce que nous avons est sérieux. Daniel et moi sommes amoureux. Le mot est amoureux m'a frappé au plexus solaire avec la force d'un coup de poing. Mais je ne me suis pas pliée. Au lieu de cela, je me suis redressée. Le linge plié est tombé à mes pieds, ignoré. Amoureux, ai-je répété en laissant échapper un rire sec et coupant. C'est beau, et quand a commencé cette romance il y a 7 mois quand il vous a loué l'appartement, ou avant quand il vous a fait entrer en douce dans le cabinet de papa pour vous garder plus près. Il ne m'a pas fait entrer en douce, a-t-elle explosé, et pour la première fois j'ai entendu de la vraie colère dans sa voix. J'ai un master d'HEC, j'ai mérité ma place. Et quelle chance que votre père soit l'associé principal, et quelle coïncidence que votre supérieur direct soit Daniel, et que vous ayez besoin de réunions privées pour revoir les contrats. Ce doit être un travail très absorbant. Vous n'êtes qu'une aigrie, vous ne pouvez pas le garder à vos côtés s'il ne vous aime plus. Son ton est devenu moqueur. Vous ne voyez pas. Il était resté avec vous par pitié, par habitude. Je lui donne quelque chose que vous n'avez jamais pu lui donner. La brûlure de la colère m'était montée à la gorge, mais je l'ai ravalée. Non, je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Au lieu de cela, j'ai baissé la voix, la rendant presque confidentielle, doucement venimeuse. Et que lui donnez-vous, Chloé la jeunesse? Un nom de famille, qui ouvre des portes. Pourquoi ne me racontez-vous pas quand vous êtes dans cet appartement qu'il paie? Est-ce qu'il parle de combien je suis ennuyeuse? De combien il est reconnaissant que vous soyez entré dans sa vie? Ou est-ce qu'il parle de l'hypothèque, des obligations familiales ennuyeuses, de combien il est ça stressant de faire semblant jour après jour? Elle a respiré profondément. Vous n'avez aucune idée. J'ai toutes les idées. J'ai des photos, j'ai des reçus, j'ai des relevés bancaires, j'ai les rapports d'un détective privé qui vous suit depuis des semaines. Je sais tout, Chloé. Même la marque du parfum que vous utilisez, le vin que vous commandez chez Girafe. Je sais absolument tout. Le silence cette fois était différent. C'était un silence chargé de panique. Je pouvais le sentir à travers la ligne. Non, vous ne pouvez pas. Prouver que mon mari utilise des fonds conjugaux pour financer sa jeune maîtresse qui se trouve être la fille de son patron compromettant non seulement notre mariage, mais l'éthique du cabinet. Bien sûr que je peux. Et je le ferai. Il m'aime, a-t-elle dit, mais sa voix semblait faible comme celle d'un enfant réprimandé. Daniel n'aime que lui-même Chloé. Vous êtes un accessoire. Un accessoire cher et peut-être amusant, mais un accessoire quand même. Quand tout cela explosera, et ça va exploser, papa ne sera pas très content. Et Daniel devra choisir. Parieriez-vous qu'il me choisirait? Avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai porté mon coup final, celui que je préparais depuis que j'avais vu son profil LinkedIn, depuis que j'avais découvert qui elle était. Au fait, saviez-vous que ce week-end, selon son agenda partagé, Daniel et moi devions aller à Lisbonne pour fêter notre anniversaire? Il en parle depuis des semaines, l'hôtel, les restaurants. Il avait l'air très excité. C'était un mensonge, il n'y avait pas de projet pour Lisbonne. Il n'avait pas parlé d'anniversaire depuis des mois. Mais c'était le genre de détail intime et cruel qui pouvait percer l'armure d'une maîtresse qui se croyait l'héroïne d'un grand roman. Il y a eu un « oh », un petit son étouffé, puis plus rien. Il ne vous l'a pas dit, ai-je ajouté avec une fausse douceur. C'est étrange, il a dû oublier, si occupé par le travail et tout le reste. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient maintenant avec l'adrénaline, la pure colère, une sorte de triomphe sauvage et douloureux. L'enregistrement était sauvegardé. Je l'avais acculé. J'avais planté le couteau du doute dans sa confiance de fille riche. Mais la victoire avait le goût de cendre. Pas 10 minutes ne se sont écoulées avant que le téléphone ne sonne à nouveau. Cette fois, c'était Daniel. J'ai laissé sonner une 2-3 fois. À la 4e, j'ai répondu. Je n'ai pas dit un mot. Éléonore. Sa voix était tendue, agitée. Qu'as-tu dit à Chloé? Elle vient de m'appeler en faisant une crise. Bonjour mon amour, ai-je dit avec un calme qui a dû lui paraître fantomatique. Comment s'est passée ta journée, beaucoup de travail? Ne joue pas avec moi, l'as-tu menacée? Lui as-tu dit que tu l'as surveillée? Nous avons juste eu une petite conversation de femme à femme. Elle m'a appelé, tu sais, pour me dire à quel point vous êtes profondément amoureux. C'était très édifiant. Je l'ai entendu respirer fort de l'autre côté. Je le voyais dans son bureau, la cravate desserrée, regardant la porte, terrifié à l'idée que quelqu'un puisse l'entendre. C'est juste une fille, Éléonore, elle est confuse. Elle a confondu attention professionnelle avec autre chose. Ça ne signifie rien. 7 mois de loyer, 3 dîners dans des restaurants étoilés et des après-midi à l'hôtel Molitor, c'est de l'attention professionnelle. Waouh, le budget de représentation des clients de mon cabinet est bien plus serré. Le silence a été absolu, puis un murmure rauque imprégné d'une peur que je n'avais jamais entendue chez lui auparavant. Quoi, Kate, qu'est-ce que tu sais? Tout, Daniel, je sais tout, et j'ai les preuves, sur papier en version numérique et enregistrée comme la conversation que je viens d'avoir avec ta fille confuse. Tu es folle, a-t-il crié, mais le cri a sonné désespéré, dépourvu de toute force réelle.
Tu as engagé un détective. Tu m'espionnes. Je surveille. Il y a une différence. Je surveillais mes biens conjugaux qui se trouvaient être investis dans un appartement pour ta maîtresse dans des bijoux et des voyages. C'est incroyable le nombre de dépenses professionnelles qui n'ont pas de reçu. Chérie, c'est la fiançaille de mon associé, a-t-il crié. C'est compliqué si son père découvre qu'il y a des frictions, il pourrait. Pourrait quoi te virer laisser sa petite fille gâtée sans son nouveau jouet? Je l'ai coupé, j'en avais assez. Écoute-moi bien, j'ai gelé tous nos comptes joints, j'ai engagé Olivia Viana. Les papiers du divorce sont en train d'être rédigés en ce moment même. Et si tu ne signes pas un divorce par consentement mutuel et que tu n'acceptes pas le partage des biens qu'elle propose, tout ce que j'ai y compris cet enregistrement de Chloé avouant votre liaison ira non seulement au tribunal, mais dans la boîte mail d'Harrison Miller, à l'ordre des avocats, à ta mère et au Figaro si nécessaire. Non, non, tu ne peux pas faire ça. Sa voix n'était qu'un fil, une supplique. Bien sûr que je peux, et je le ferai, à moins que tu ne fasses exactement ce que je dis. D'abord, tu rentres à la maison tout de suite et nous aurons une vraie conversation. Sans mensonge, sans larmes de crocodile, parce que je n'ai plus de larmes pour toi depuis des mois. J'ai raccroché. J'ai éteint le téléphone. J'ai glissé le long du mur jusqu'à être assise par terre au milieu des piles de linge pliées. Mon corps tremblait de la tête aux pieds comme si j'avais de la fièvre. Mais à l'intérieur, dans un endroit profond, il y avait un noyau de glace parfait, toujours dur. J'avais prononcé les mots divorce preuves avocat. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. La guerre avait commencé et je venais de gagner la première et décisive bataille. Je lui avais volé l'initiative, je l'avais dépouillé du contrôle. Maintenant, il était sur la défensive, effrayé. Et un homme effrayé, je le savais très bien, est un homme dangereux. Mais il commet aussi des erreurs. J'ai attendu assise sur le sol de notre chambre entourée par les débris de la vie que j'avais construite et que j'étais sur le point de démolir. J'ai attendu que mon mari arrive, pour affronter l'homme avec qui j'avais partagé 7 ans et que à ce moment-là, plus que jamais, je ne connaissais pas du tout. Le cabinet d'avocats Miller Davis & Associés occupait 2 étages entiers d'un immeuble moderne de l'avenue Montaigne, offrant une vue spectaculaire sur la Seine. Cela m'avait toujours semblé ironique. Tant d'argent, tant de prestige consacré à résoudre les problèmes des autres, tandis que les nôtres pourrissaient de l'intérieur. Aujourd'hui, en passant les énormes portes en verre, cette ironie avait un goût de fiel. La réceptionniste, une jeune femme élégamment vêtue, a souri professionnellement. « Bonjour, vous avez rendez-vous ?» Éléonore Bastos pour voir mon mari Daniel Bastos, ai-je dit sans m'arrêter. Mes talons claquèrent avec détermination sur le sol en marbre poli. Je portais un tailleur pantalon gris perle simple mais impeccable. Mes cheveux attachés en un chignon sévère. Je n'étais pas la femme blessée et débraillée. J'étais une négociatrice entrant dans une salle de réunion. Olivia Viana m'avait dit « Votre apparence est votre première déclaration. Laissez-la. Projetez le pouvoir, pas la douleur. » Madame Bastos, attendez, vous ne pouvez pas entrer comme ça. La réceptionniste s'est levée alarmée, mais j'avais déjà atteint les lourdes portes en chêne qui menaient aux suites des avocats. Détends-toi, Luna, me souvenant de son nom d'une fête de fin d'année du cabinet. Mon mari m'attend. J'ai poussé les portes. Mon cœur battait fort, mais c'était le battement ferme et régulier de la pure adrénaline, pas de la peur. L'open space avec ses bureaux design et ses jeunes associés tapant frénétiquement a plongé dans un silence inconfortable. Certains m'ont reconnu et ont baissé les yeux. D'autres, les plus nouveaux, me regardaient, avec curiosité. Le bureau de Daniel était au bout du couloir, son nom gravé sur une plaque de laiton. Sa secrétaire Laure, une femme d'une 50aine d'années qui m'avait toujours semblé gentille, a pâli en me voyant. « Éléonore, ma chérie, Daniel est... » « Je sais qu'il est là, seul, je viens de lui parler. » Je l'ai interrompu avec un sourire qui n'a pas atteint mes yeux. « Laure, ça ne te regarde pas. S'il te plaît, ne te mets pas au milieu. » La compassion et le conflit se lisaient sur son visage. Elle a hoché lentement la tête et a détourné le regard. J'ai apprécié son silence. J'ai ouvert la porte du bureau sans frapper. Daniel était debout près de la fenêtre de dos, fixant le chaos des rues de la ville. En m'entendant, il s'est retourné brusquement. Il avait l'air anéanti. Il portait la même chemise froissée que sur le parking de l'hôtel ce matin-là, la cravate défaite. Il avait des cernes profonds sous les yeux. Son visage était un mélange de colère, de panique et de l'ombre de quelque chose qui pourrait être du remords. « Ah, qu'est-ce que tu fous ici ?» a-t-il sifflé en baissant la voix mais sans pouvoir cacher le tremblement qu'elle contenait. « Tu essaies de me ruiner. »« T'as fait ça tout seul », ai-je dit en fermant la porte derrière moi avec un clic doux. J'ai sorti une épaisse enveloppe craft de mon sac en cuir et je l'ai laissée tomber sur son bureau en chêne immaculé. Les papiers du divorce, la proposition d'accord, tout est là-dedans, signé par moi, à ton tour. Il a fixé l'enveloppe comme si elle contenait un serpent venimeux. Puis il a regardé la porte imaginant les oreilles indiscrètes de l'autre côté. « Éléonore, pour l'amour de Dieu, on peut en parler à la maison. Ce n'est pas l'endroit. »« C'est l'endroit parfait, » ai-je dit, balayant du regard les étagères remplies de livres de droit, les diplômes encadraient l'endroit où se trouvait notre photo de mariage dont je venais de remarquer l'absence. « C'est ici que tu as construit ton mensonge, où tu as utilisé ton pouvoir, ton influence pour financer ta double vie. Il semble tout à fait juste que tout s'effondre ici. » Il s'est approché, posant ses mains sur le bureau, se penchant vers moi. Il a essayé de paraître intimidant, mais il n'a réussi qu'à paraître désespéré.
Écoute-moi Chloé, ce n'est pas ce que tu penses. Elle est instable, elle est devenue obsédée par moi. J'ai essayé de rompre, mais elle a menacé d'aller voir son père et de dire que je la harcelais. Elle pouvait détruire ma carrière, Éléonore. J'étais coincée. Un rire amer et court s'est échappé de mes lèvres. Vraiment, c'est la nouvelle version parce qu'il y a 2 jours dans le garage, tu m'as dit que c'était le travail. Et hier soir, c'était une fille confuse. Maintenant, c'est une psychopathe qui te fait chanter avec amour. C'est pratique. Daniel toujours la victime. Jamais le salaud qui couche avec la fille de son patron. Je ne te permets pas. La ferme, ai-je coupé, et ma voix froide et tranchante comme du verre a résonné dans la pièce. Il a reculé choqué. Tu ne me permets rien. Pas depuis que je t'ai vu entrer dans cet hôtel. C'est moi qui parle maintenant. Tu as 2 options. Soit tu signes ces papiers, tu acceptes le partage des biens que mon avocate propose, qui au passage est très généreux considérant qu'on pourrait aller au pénal pour abus de confiance. Et ça se termine de manière civilisée. Soit tu me forces à rendre publiques toutes les informations que j'ai. Et je ne parle pas seulement au juge, je parle à chacun de tes associés, de tes clients, à la presse financière. Éminent avocat de la famille impliqué dans un scandale de détournement de fonds avec la FIPA de son associé. Ça sonne bien, non? La porte du bureau s'est ouverte violemment. Harrison Miller, l'associé principal, le père de Chloé, un homme d'une 60aine d'années avec la posture d'un ancien boxeur et le regard d'un faucon, a rempli l'embrasure de la porte. À côté de lui, pâle comme de la cire, mais les yeux injectés de sang de colère, se tenait Chloé. Elle avait dû venir en courant. Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? A grogné Miller, ses yeux passant de Daniel qui se décomposait sur place à moi, debout grande et froide en face du bureau, et enfin à l'enveloppe Kraft, posée entre nous comme une déclaration de guerre. Harrison, ce n'est pas, a commencé Daniel, mais Miller l'a coupé d'un geste de la main. J'ai entendu des cris de mon bureau, et ma fille vient de me raconter des choses très inquiétantes. Son regard s'est posé sur moi. C'était un regard qui devait faire trembler les juges et les avocats adverses. Éléonore, je regrette profondément que nous en soyons arrivés là. Daniel, si tu as fait quoi que ce soit pour compromettre ce cabinet. Je n'ai rien fait, a crié Daniel, mais sa voix n'était qu'un couinement paniqué. Elle est... La voix de Chloé stridente et pleine de larmes furieuses a tranché l'air. Elle a pointé un doigt tremblant vers Daniel. Tu m'as utilisé, tu m'as dit que ton mariage était une imposture, que tu attendais juste le bon moment pour la quitter, que j'étais l'amour de ta vie. C'était tout des mensonges, tu es un lâche et un menteur. Le spectacle était digne d'un feuilleton. Mais je n'étais pas là pour le drame, j'étais là pour des résultats. Monsieur Miller, ai-je dit en m'adressant à l'associé principal avec un calme qui contrastait vivement avec l'hystérie des 2 autres. Je m'excuse que vous deviez assister à cette scène désagréable, mais comme vous pouvez le voir, la situation personnelle de votre associé affecte gravement l'éthique professionnelle et je le crains les finances de ce cabinet. J'ai pris l'enveloppe et je la lui ai tendue. C'est ma demande de divorce. À l'intérieur, vous trouverez la preuve détaillée de virements bancaires irréguliers que Daniel a effectués depuis nos comptes joints, destinés en grande partie, selon mon détective, à couvrir les dépenses liées à sa relation avec votre fille. Appartement, bijoux, vacances. Miller est devenu livide. Il a pris l'enveloppe comme si elle brûlait. C'est vrai, Daniel. Sa voix n'était plus qu'un grognement bas et dangereux. Harrison, elle exagère, c'était pour l'aider. Chloé avait des dettes, tu n'aurais pas voulu. Ne m'utilise pas comme excuse, espèce de... a crié Chloé, et ses larmes de fureur ont cessé de couler. Il n'y avait qu'une haine féroce de femme trompée dans ses yeux. J'ai dépensé mon propre argent. Ton argent, c'était juste pour m'acheter, pour me tenir en laisse. Tu es pathétique. Daniel ressemblait à un animal acculé, regardant d'une personne à l'autre, cherchant une issue qui n'existait pas. La façade de l'avocat brillant de l'homme du monde s'était complètement effondrée, ne laissant derrière elle qu'une coquille mesquine et terrorisée. Assez, a tonné Miller, son autorité remplissant la pièce. Il a regardé sa fille avec un mélange de déception et de fureur. Chloé va dans mon bureau tout de suite. Puis il s'est tourné vers moi. Éléonore, je suis désolée de ce qui s'est passé. Vous avez ma parole que cette affaire sera traitée avec la plus grande sévérité en interne. Nous ne tolérons aucun comportement qui ternit notre réputation. Je n'en attends pas moins, ai-je acquiescé. Car si les mesures appropriées ne sont pas prises, je serai forcée de rendre ces informations publiques, non seulement pour mon divorce, mais pour le bien de toutes les autres femmes qui pourraient recroiser son chemin. J'ai regardé directement Daniel. Mon avocate Maître Viana recevra vos papiers signés d'ici 17h aujourd'hui, sinon la presse aura un nouveau sujet de une demain matin. J'ai pris mon sac, la boucle était bouclée. J'avais planté la graine du doute, de la méfiance, à l'endroit qui comptait le plus pour Daniel, son travail, son prestige. Harrison Miller ne le regarderait plus jamais de la même manière. Et Chloé l'amante trompée serait son ennemie la plus féroce à l'intérieur de ces mêmes murs. En sortant du bureau, le silence dans l'open space était absolu. Tous les yeux étaient fixés sur moi. Certains contenaient de la pitié, d'autres de l'admiration. La plupart n'étaient en tas que pure curiosité morbide. J'ai marché la tête haute, sentant l'histoire se répandre comme une traînée de poudre dans mon sillage. Au moment où j'ai atteint les portes en verre, j'ai entendu ses pas courir dans le couloir. Attends. C'était Daniel. Il s'était échappé de son bureau. Il avait le visage rouge, les yeux suppliants. Éléonore, s'il te plaît.
Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Dis-moi ce que je dois faire n'importe quoi. Ne détruis pas ma vie. Je me suis arrêtée, je me suis retournée lentement. Chaque avocat, assistant et secrétaire a retenu son souffle. C'était la scène finale et j'en avais écrit le scénario. Ta vie, Daniel, ai-je dit d'une voix si claire que tout le monde pouvait l'entendre. Tu l'as détruite tout seul, la première fois que tu as menti à ta femme, la deuxième fois que tu as utilisé notre argent pour acheter des colliers à une autre. Et toutes ces nuits que tu as passées dans une chambre d'hôtel pendant que je t'attendais sur un parking, je n'ai rien fait. J'en ai juste eu marre d'attendre et je suis partie. Les portes en verre se sont refermées derrière moi, clôturant le scandale, la honte, le désastre que j'avais laissé dans mon sillage. Dehors sur le trottoir de l'avenue Montaigne, le soleil de midi était éblouissant. J'ai respiré profondément. L'air sentait la circulation, le café, la ville. Il ne sentait pas le mensonge, il ne sentait pas le parfum bon marché et la culpabilité. Mon téléphone a vibré, un message de Sarah. Ça va, tu veux que je passe? J'ai souri pour la première fois depuis longtemps. Un vrai sourire fatigué, mais le mien. J'ai répondu, c'est fait, que le spectacle commence. On se voit à la maison, apporte du vin du plus cher. J'ai levé les yeux vers les fenêtres du cabinet d'avocat. Là-haut, mon ancienne vie se réduisait en poussière. Et ici-bas, dans la rue, j'étais enfin entière. Je respirais. Le vin blanc glacé avait le goût de la victoire. Une victoire amère, épuisante, mais une victoire quand même. Sarah et moi étions dans le salon du Penthouse, les chaussures jetées par terre, les pieds posés sur la table basse. La lumière de la fin de l'après-midi se déversait par les fenêtres, baignant les restes de mon ancienne vie dans une lueur chaude. Tout me semblait étrange maintenant. Les coussins que nous avions choisis ensemble, la photo encadrée de notre lune de miel à Hawaï, le vase design pour lequel Daniel avait payé une fortune. C'étaient tous des artefacts d'un naufrage. Je n'arrive pas à croire que tu as jeté les papiers au milieu du bureau, a dit Sarah en secouant la tête avec un sourire admiratif. Tu as des nerfs d'acier. Je n'avais pas le choix. Je devais le faire là où ça ferait le plus mal, là où c'était réel. Si je l'avais fait ici, il aurait trouvé un moyen de transformer ça en une simple dispute de couple. Un autre malentendu. Là-bas, devant tout son monde, il n'y avait pas d'échappatoire. Eh bien, Harrison Miller n'oubliera jamais cette scène. Ni Chloé. L'idiot s'est vraiment construit un cauchemar, a-t-elle dit en prenant une longue gorgée. Et maintenant? Maintenant, la partie juridique ennuyeuse. J'espère qu'elle sera rapide et ennuyeuse et qu'elle me donnera la moitié de tout ce qui m'appartient, ce qui est c'est beaucoup. J'ai soupiré en posant mon verre sur la table. Le pire est passé. Maintenant tout le monde sait. Il n'y a plus de secret à garder. La sonnette a retenti un son strident insistant. Sarah et moi avons échangé un regard. Tu attends quelqu'un? Ne me dis pas que c'est la presse, a plaisanté Sarah. Mais elle s'est levée et a regardé par le Judas. Son expression s'est instantanément fermée. C'est maman. Un nœud s'est formé dans mon estomac. Je n'étais pas prête pour une autre bataille, surtout pas avec elle. Mais je savais que c'était inévitable. J'ai ouvert la porte. Ma mère Marthe était sur le palier. Elle portait un manteau léger bien qu'il ne fasse pas froid et son sac était serré contre elle. Son visage normalement si soigné et serein était pâle. Ses yeux légèrement gonflés bien qu'elle ne pleure pas. Elle affichait une expression déterminée, la même qu'elle utilisait quand elle m'emmenait chez le médecin pour mes vaccins d'enfance. Ça va faire mal, mais c'est nécessaire. Éléonore. Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Je me suis écartée. Elle est entrée, a vu Sarah, les verres de vin, l'atmosphère à la fois de deuil et de célébration, et sa bouche s'est encore plus pincée. Sarah, je voudrais parler à ta sœur seule. Tout ce que tu as à me dire, tu peux le dire devant elle, suis-je intervenue avant que Sarah ne puisse bouger. Il n'y a pas de secrets ici, plus maintenant. Ma mère a hoché la tête amèrement. Elle s'est assise sur le bord du canapé sans enlever son manteau comme si elle n'avait pas l'intention de rester longtemps. J'ai parlé à la mère de Daniel. Un lourd silence est tombé sur la pièce. J'imagine, ai-je dit en croisant les bras. Elle est anéantie. Elle dit que tu as détruit son fils, que tu l'as humilié publiquement, que tu as ruiné sa carrière.